Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes absolument ravis de vous retrouver cette année en 2021 pour une nouvelle semaine des champions. Vous avez devant les yeux le superbe programme de la semaine. Nous ouvrons avec Tetris, ensuite Carnot, Adacor, Imagine Optique et Ecomundo. Nos 5 champions sont valorisés au travers de prises de parole qui leur permettent de partager leur expérience et leur expertise avec vous. Et si vous le souhaitez, il est encore possible de s'inscrire au webinar du 21, du 22, du 23 et du 24 septembre. Un petit rappel pratique. Utilisez bien le chat pour échanger entre vous et utilisez l'onglet « Questions » pour interroger nos intervenants. Aujourd'hui, vous le savez, on ouvre cette semaine des champions avec Tetris. Tetris avec un sujet évidemment des plus pointus et des plus inspirants sur l'hyperautomatisation et les solutions souveraines au service de votre cybersécurité santé, avec 3 intervenants de choc. Nous avons avec nous aujourd'hui Marie, Benjamin et Nicolas, que l'on va rapidement vous présenter. Voici Marie. J'ai le plaisir de vous présenter Nicolas Cotte. Je crois. Et Benjamin Serre. Bonjour à tous. Donc écoutez, je vous propose de lancer ce premier webinaire et je laisse donc la parole à Tetris. Bonjour à tous, Marie Leparnier, je suis Chief Development Officer de Tetris. J'ai le plaisir de mener cette présentation avec Benjamin Serre qui est Chief Development Officer chez Orange Cyberdéfense et avec Nicolas Cotte qui est Head of Solutions dans mes équipes. Benjamin, c'est toi qui vas démarrer pour nous raconter la vraie vie des ransomware, des cyberattaques aujourd'hui et de ce pourquoi nous avons choisi cette thématique d'hyperautomatisation, de cybersécurité augmentée. Voilà, merci Marie, merci aussi à Systématique pour m'avoir permis de participer à cette session. Donc on commence par essayer de faire un petit panorama sur ce qui se passe en matière de menaces, que ce soit d'un point de vue attaquant, mais aussi pour les victimes sur cette première partie. Donc ce que vous avez à l'écran, c'est une statistique qui est régulièrement mise à jour du MAG-IT, qui référence les attaques de type ransomware qui sont rendues publiques par la presse ou par d'autres moyens, et donc il y a possibilité de les décompter. Donc on voit une explosion en fait des cyberattaques de ce type ransomware courant l'année 2020. On a arrêté de mettre à jour, en tout cas de présenter l'autre partie du slide parce que la tendance reste constante maintenant. Et donc, on voit qu'il y a un début d'inflexion courant l'été 2020. Donc, c'est lié à la fois à la pandémie, mais aussi, on va dire, à une cybercriminalité qui était déjà fortement en croissance depuis 2019. Qu'est-ce qui se passe en matière de cybercriminalité? Qui est touché? En fait, les cybercriminalités de type ransomware sont des attaques souvent qui sont non ciblées. C'est pas des cybercriminels qui vont chercher spécifiquement à attaquer telle organisation privée ou publique, mais plutôt jouer sur des vulnérabilités très accessibles qu'ils vont référencer, ou des infections par phishing que les victimes vont dans lesquelles les victimes vont tomber, vont se piéger. Ça va constituer des grands volumes de cibles potentielles qui viennent attaquer au fur et à mesure. Donc là, on voit à l'écran plusieurs types de structures. Ça peut être au centre une PME en Normandie, petite structure PME avec un outil industriel. Ça peut être des pompiers, toujours en Normandie. Et en fait, ça a tellement augmenté courant l'année 2020 qu'on a eu le plan cyber qui a été lancé par l'État et notamment par Emmanuel Macron courant février. À l'époque, c'était énormément d'hôpitaux qui étaient sous attaque et l'État est en train d'établir un plan au travers de France Relance autour de la cyber, visant à renforcer la sécurité des structures, notamment publiques, mais les mêmes enjeux sont réels également dans le domaine privé. Voilà, donc la menace est omniprésente, notamment ces attaques ransomware qui font énormément parler d'elles.
Là, ici, si on veut essayer de se donner le point de vue, qu'est-ce qui se passe du point de vue attaquant? Bon, c'est difficile d'avoir des images, mais là, on a quand même la possibilité d'avoir cet exemple, qui n'est pas un exemple récent. Donc là, on parle d'une structure cybercriminelle avec cette personne un peu icône qui est Maxime Viktorovitch Yakoubets, qui est de notoriété publique, ne se cache pas, est basé en Russie et à l'image de son véhicule, ils arrivent à dégager énormément de revenus liés à cette cybercriminalité et ils le font déjà depuis quelques années. Donc, il est à l'origine, son groupe est à l'origine de Dridex, qui est un rat dont on va parler, on détaillera un petit peu ça juste après, qui permet de réaliser la première compromission des victimes, et ça fait déjà quelques années. Et depuis, il y a énormément de groupes, ce que vous avez vu sur la toute première planche, qui ont fait de même. Donc, ça montre un petit peu le côté omniprésent de cette cybercriminalité-là, qui se sent vraiment puissante, et de par la difficulté au travers des frontières de gérer cette criminalité-là, aujourd'hui, ils sont capables de continuer à se déployer et se développer un peu partout. Côté Orange Cyberdéfense, quand on parle d'attaques non ciblées, on a l'habitude de parler de deux typologies d'attaques. La première, les groupes ransomware, dont on vient déjà de parler, est extrêmement connue parce qu'elle va bloquer l'ensemble du système d'information. Il y a quelques années, c'était un ransomware, c'était un programme qui chiffrait les données et des postes de travail. On est passé bien au-delà aujourd'hui, c'est plus sur les postes de travail que les ransomware sont activés, c'est sur le cœur du système d'information, donc les serveurs vitaux de l'organisation, privée ou publique. Et de fait, ils ont cherché également à atteindre les sauvegardes pour éviter la reconstruction du système d'information afin d'obtenir un paiement et d'augmenter leurs chances d'obtenir un paiement. Donc ça, on en entend beaucoup parler parce que les organisations qui font face à ce type d'attaque, elles sont complètement paralysées, elles sont obligées de communiquer auprès des membres de l'organisation, donc les salariés ou les agents publics, mais aussi auprès de leurs partenaires, de leurs clients, et puis parfois ces groupes cybercriminels exposent aussi sur la place publique au travers de la publication sur des sites web dans lesquels ils peuvent publier du contenu et indiquent qu'ils ont attaqué, ils ont exfiltré, ils ont rançonné telle ou telle structure. Donc difficile de ne pas s'en rendre compte, donc elle est facilement observable. Par ailleurs, la deuxième cyberattaque la plus fréquente, et même en volume, c'est probablement bien supérieur aux attaques de type ransomware, c'est la compromission des systèmes SaaS. Et notamment le premier système SaaS qui est attaqué aujourd'hui tous les jours, c'est le système 365 de Microsoft, qui est la messagerie un peu en cloud, et avec l'émergence du télétravail, c'est venu encore plus se renforcer, cette tendance à basculer son système d'information collaboratif, email, partage de fichiers, etc., dans le cloud, et les attaquants arrivent facilement à rentrer dans cette partie du système d'information. Ils vont jouer de fragilité et vont pouvoir accéder à de l'information sensible, voire s'insérer dans des conversations pour pouvoir aller plutôt vers du FOVI, donc des faux virements, changer les RIB sur un flux de facturation en s'insérant dans l'échange entre deux services comptabilité, ou alors carrément exploiter de la donnée accessible, comme par exemple un fichier de recouvrement. Là, c'est l'attaquant qui va carrément rappeler les clients pour recouvrir les factures non payées et bien sûr en changeant son RIB. Voilà, exemple d'attaque qu'on peut observer dans les environnements de 365. Donc, c'est le top 2 de la menace la plus observée dans tout ce qui va être attaque non ciblée, où l'attaquant ne prend pas du temps pour attaquer spécifiquement une structure. Donc, à partir du moment où on a un poste de travail connecté à Internet ou une messagerie, on peut faire face à cette typologie d'attaque, quelle que soit la taille de sa structure.
d'un point de vue victime, lorsqu'on est face à ces attaques, et notamment ces attaques de ransomware, souvent, c'est quelque chose d'assez traumatisant et peu de structures se sont préparées, notamment pour les plus petites, les PME, les ETI, même les grandes entreprises, hein, à partir du moment où on va dire qu'on n'est pas dans le CAC 40, qui fait face déjà à une cybercriminalité depuis bien longtemps, souvent, il n'y a pas eu ce travail de préparation à vivre ce genre de crise. Autant sur le feu, l'événement, un bâtiment, un entrepôt qui prend feu, on a prévu des choses, on fait des exercices pour se préparer à ce type d'événement. Autant sur l'aspect cyber, souvent l'entreprise n'est pas préparée. Et donc, pour pouvoir démarrer face à un incident de ce type, redémarrer le système d'information, eh bien, aucun processus n'a été identifié. Souvent, les systèmes de sauvegarde ont été prévus, mais n'ont pas été prévus pour résister à un attaquant qui serait glissé dans la peau d'un administrateur et qui pourrait lui-même détruire son propre système de sauvegarde. Souvent également, l'attaque arrive au pire moment et on n'a pas la cellule de soutien pour pouvoir rapidement réagir. Il y a peu de sécurité opérationnelle au sens où les systèmes de sécurité qui ont été déployés dans le système d'information, souvent on parle à minima au moins d'antivirus, de firewall, des briques de sécurité un peu comme ça, elles ont été déployées avec comme conception le fait qu'elles allaient bloquer la menace de façon automatique. Mais il n'y a pas une sécurité opérationnelle au quotidien, quelqu'un qui va regarder, observer ce qui se passe dans les systèmes pour voir s'il n'y aurait pas des événements qui déjà mériteraient attention et qui seraient en fait les prémices d'une cyberattaque. Ça, globalement, sur l'ensemble du secteur du marché, à part les grandes entreprises et les grandes institutions, il n'y a pas cette veille, il n'y a pas cette sécurité opérationnelle. Et lorsque on a besoin de comprendre comment l'attaquant est rentré, souvent les traces ne sont pas là, peu d'événements à exploiter, ou alors elles ont été même effacées par l'attaquant qui a eu le temps finalement de préparer son attaque alors que personne ne cherchait à observer quelque chose. Il manque également des moyens, des capacités pour réagir rapidement. Lorsqu'on fait face à une cyberattaque, on doit rapidement couper les accès Internet. On va le voir juste après pourquoi. Et ça, c'est pas un schéma auquel on s'est préparé, un petit peu comme dans le feu, par exemple, le risque incendie, on sait que il y a un fléchage qui est orienté et on sait que face à cet événement-là, on va dérouler une procédure sur laquelle on s'est entraîné. Et là, pour le coup, dans la cyber, on n'a pas du tout prévu ça. Et donc, pour pouvoir réagir rapidement, on est obligé d'un petit peu découvrir comment faire. Alors, parfois, c'est simple, parfois, ça peut être plus complexe quand on a une organisation qui est répartie sur plusieurs sites, etc. On peut être amené à devoir se déplacer ou alors complètement couper les sites sans ne plus avoir de capacité pour comprendre parce qu'on ne peut plus s'y connecter. Voilà. On doit déployer un système de surveillance dans l'urgence et ce système de surveillance, c'est toujours plus compliqué de le déployer lorsqu'on est sous attaque et que l'attaquant s'est clairement installé et a compromis le système d'information. Il est même parfois même un peu trop tard. On ne peut plus avoir un peu l'historique de ce qui s'est passé. Néanmoins, on a besoin de le redéployer. C'est compliqué parce qu'on peut avoir le système de télédistribution des logiciels qui est lui-même victime de l'attaque et donc non disponible. On peut ne plus avoir du tout de système d'annuaire, etc. Et donc, c'est compliqué de déployer un système de surveillance qui va permettre de sécuriser la reprise d'activité une fois que les machines auront été restaurées pour les structures qui ont réussi à garder des sauvegardes viables et que l'attaquant n'a pas réussi à attaquer. Voilà. Et ensuite, on rentre plus dans le métier, mais souvent, on ne s'est pas vraiment posé cette question de se dire, voilà, tout le système d'information est à l'arrêt, qu'est-ce que je redémarre en premier? Souvent, on a envisagé des PRA, des PCA, mais on n'a pas imaginé que le système complet pouvait être complètement à l'arrêt, sans capacité de PRA. Et donc, souvent, il y a des réunions qui se mettent en place avec le métier de l'organisation pour définir, mais finalement, qu'est-ce qu'il y a de plus important à démarrer suite à cette cyberattaque, demain ou dans 3 jours ou dans 4 jours. Et il n'y a pas forcément non plus des schémas des plans B, en fait, comment faire sans l'informatique, parce que parfois, même si on a le plan pour reconstruire, ça met du temps et on a besoin de maintenir une activité malgré l'absence du système d'information. C'est rarement quelque chose qui a été envisagé et parfois on découvre même finalement que le système d'information a beaucoup plus d'impact
que ce qu'on pouvait imaginer. Donc ça, c'est ce qui se passe plutôt côté victime dans le cas d'une réponse à incident. Donc face à un événement cyber, comment je fais pour repartir? Et c'est un peu le constat qu'on voit un peu chez tous nos clients. Voilà. Je vais du coup passer la parole à Marie ou Nicolas, je ne sais plus, qui va continuer avec d'autres constats. Oui, merci beaucoup Benjamin. Ce que tu soulignes principalement, c'est l'explosion des menaces et que se passe-t-il quand nous n'avons pas été dans la prévention, quand l'entreprise ou l'organisation, l'institution n'a pas été dans la prévention, mais plutôt dans la réaction. De notre côté Tetris, on intervient beaucoup, y compris aux côtés d'Orange Cyberdéfense dans ces moments-là. On préfère être du côté de la prévention. Et pour être du côté de la prévention, il a fallu de notre côté bien connaître les méthodes offensives autant que défensives, bien connaître tout ce que dit Benjamin, tout ce que raconte Benjamin à la fois d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue de gouvernance, d'un point de vue technologique, sur qu'est-ce qui se passe quand il y a une crise cyber. Et puis, connaître les méthodes des attaquants, c'est connaître par quels moyens ils rentrent dans le système d'information, comment ils se servent des vulnérabilités, comment est-ce que l'évolution des usages IT, la sophistication des menaces impacte ce type de cyberattaque. Et de ce fait, côté Tetris, il y a un grand nombre de constats qu'on avait déjà fait il y a 10 ans. L'explosion des menaces, on savait d'ores et déjà, quand on regardait ce qui se passait sur le terrain numérique, sur le terrain des systèmes d'information, on se doutait d'ores et déjà qu'il y aurait cette recrudescence des attaques, qu'il y aurait ce qui se passe aujourd'hui. Alors, on n'avait pas tout imaginé. On n'avait pas pu imaginer qu'il y aurait la pandémie mondiale, que cette pandémie mondiale amènerait beaucoup de télétravail, beaucoup de BIOD, beaucoup de systèmes encore plus connectés, interconnectés, hyper connectés, et que ça renforcerait encore les choses. Par contre, on avait d'ores et déjà la vision qu'il est facile de créer une attaque informatique. C'est un peu comme un jeu de Lego. On va prendre des briques et puis on va les assembler les unes avec les autres, avec des attaques de type ransomware dont on a parlé, des attaques qu'on appelle des zero day, qui sont des menaces inconnues aujourd'hui et qui de ce fait ne sont pas protégées par des antivirus. Vous avez aussi entendu parler, bien sûr, des virus, des chevaux de Troie, des attaques PowerShell. Il y a beaucoup de menaces comme celle-ci et de plus en plus sophistiquées, avec à la fois la recherche pour les attaquants de données qui peuvent être revendues éventuellement ou de bloquer les systèmes informatiques, comme l'a mentionné Benjamin. Et puis, dans les autres constats qu'on avait pu faire déjà il y a 10 ans, c'est cette hyperconnectivité. On savait que le monde allait devenir de plus en plus connecté. Il y avait déjà les prémices de l'IoT. Alors, bien sûr, encore une fois, on reste humble et on sait que tout ça s'est accéléré très fortement. On n'imaginait peut-être pas qu'il y aurait 30 milliards d'objets connectés à venir avec l'IoT. On n'imaginait peut-être pas que la 5G arriverait aussi vite, qu'il y aurait une très forte tendance au déploiement du cloud, mais pour autant, on l'avait déjà peu ou prou envisagé. Dans l'usage de l'IT, bien sûr, j'ai parlé d'ores et déjà de la mise en place du télétravail, du BIOD et de plein d'autres évolutions qui font que aujourd'hui, les systèmes, et c'est bien d'un point de vue technologique, sont de plus en plus silotés, cloisonnés. Ça donne de nouveaux enjeux. Et puis enfin, peut-être dans les constats qu'on a faits et qui se sont accélérés à nouveau, c'est le sujet de la souveraineté. Le sujet de la souveraineté, alors notre constat, c'est que c'est assez hétérogène encore de la part de l'ensemble des acteurs, que la perception du besoin de souveraineté n'est pas partagée par tous. Par contre, le constat qu'on a pu faire, c'est quand même que depuis 2 ans, depuis le début de la pandémie, et puis peut-être il y aura une accélération aussi avec les annonces australiennes, en tout cas qu'il y a une vraie accélération de ce côté-là et qu'il y a une reconnaissance à travers ça que les données, quand elles partent aux États-Unis, enfin, nos gros concurrents éditeurs de logiciels en cybersécurité sont israélo-américains. Quand ces données-là partent, c'est la compétitivité même de nos entreprises qui est mise en jeu.
C'est des données, alors il y a les données individuelles, hein, les données de santé. Vous avez vu dans la presse il y a quelques jours toutes les données de la PHP qui sont parties dans la nature, mais c'est aussi des données qui peuvent être complètement stratégiques pour les entreprises. Et alors, du coup, notre mission côté Tetris, c'est de protéger contre le cyberespionnage et le cybersabotage grâce à la neutralisation automatique en temps réel et sans action humaine. Et c'est ça que je vais décrire un petit peu, c'est pourquoi est-ce qu'il faut contrer à la fois le cyberespionnage et le cybersabotage, mais avec une neutralisation en temps réel et sans action humaine. Et puis, je relaisserai la parole après à Benjamin pour vous dire, OK, c'est sans action humaine, il a déjà commencé à le signifier à travers son introduction. C'est très bien, mais en fait, il y a beaucoup d'actions humaines avant et après. C'est au moment où le ransomware tombe, où là, il n'y a que quelques minutes. Alors, comment ça se passe ? Je vais juste vous donner un exemple et puis Nicolas, qui prendra la parole après, vous montrera un film et qui sera illustratif de la manière dont ça se passe. Quand on dit que chaque seconde compte, au moment où le ransomware arrive, on a fait une étude sur la base d'une attaque que l'un de nos clients a reçue de la vitesse de propagation d'un ransomware. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un collaborateur dans une filiale asiatique qui a connecté un serveur inconnu de la DSI. Il a pris cette initiative-là et donc il n'était pas protégé par nos systèmes. Et 8 minutes plus tard, le serveur a reçu un ransomware. Ce qu'on a pu constater, c'est que la vitesse de propagation, elle était supérieure à 500 postes par minute, 500 postes et serveurs par minute. Donc, vous prenez le temps, vous vous imaginez dans un avion et puis vous regardez ce qui se passe. S'il faut le temps de la réflexion humaine pour prendre la décision de qu'il y ait un processus informatique. Ça n'est pas possible. Il faut qu'il y ait une réponse automatique. Il faut qu'il y ait de la remédiation en temps réel sans intervention humaine. Et donc, c'est ça qui s'est passé dans ce cas-là. Mais je pourrais vous donner plein d'autres exemples vécus chez Tetris, d'attaques par ransomware chez nos clients, de ce processus qui, à un moment donné, est tué de manière automatique. Et donc, dans cet exemple-là, seul le serveur qui n'était pas protégé a été détruit. Et par ailleurs, le reste de la DSI Group a été complètement protégé. Si cela est rendu possible, et ça fait appel à la thématique qu'on souhaitait vous partager aujourd'hui de cette hyper-automatisation, c'est parce que dans une XDR plateforme, on a un certain nombre d'éléments clés, de fonctionnalités, de caractéristiques qui vont permettre de croiser les données, de les étudier et d'accélérer le temps. En fait, je dirais que du coup, par rapport à ce que je viens de vous présenter, il y a deux enjeux clés. Il y a l'enjeu de la surface d'attaque. C'est à quel moment le virus va se propager, le ransomware va se propager et du coup, sur quelle surface d'attaque ça va se positionner. Et puis, le temps de réponse. Et pour qu'il y ait un temps de réponse qui soit court et que la surface d'attaque, du coup, soit réduite au minimum, il faut beaucoup d'intelligence artificielle. Dans cette intelligence artificielle, vous allez trouver du machine learning assez classique, qui était parfois même un peu aujourd'hui biaisé ou parce qu'on est sur des statistiques relativement classiques, mais il faut aussi du deep learning. Et le deep learning, il y a une question d'acceptabilité, d'explicabilité dans le deep learning qui fait que aujourd'hui, il y a eu jusqu'à présent encore certains freins dans cette mise en place d'intelligence artificielle. Quand on regarde ce qui se passe, et si vous lisez la presse en cybersécurité, ce que vous lirez principalement, c'est que l'intelligence artificielle, elle n'est pas complètement mature. C'est pas complètement vrai. De notre côté, on a de la remédiation automatique sans intervention humaine depuis 2015. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de guerre entre intelligence artificielle. Les cyberattaquants n'en sont pas encore là à savoir générer de nouvelles attaques en automatique et sans intervention humaine.
De notre côté, le deep learning, ces algorithmes avec les couches profondes, ils sont situés aussi bien au niveau d'un agent, d'un capteur qu'on va mettre par exemple sur le poste de travail ou sur le serveur. Ils vont être au niveau de la XDR plateforme en tant que telle, avec le lien avec la Cyber Threat Intelligence dont je vais reparler, avec le lien avec un SOAR intégré, avec le lien avec l'ensemble des fonctionnalités. Et puis, ça va être même au niveau du cloud. Donc ça, c'est le premier élément qui est absolument déterminant, c'est d'avoir des algorithmes qui fonctionnent avec de la donnée qualifiée et avec des remontées d'événements qui se comptent par centaines de milliers d'événements. Alors, je ne sais plus dire si c'est à la seconde ou pas, c'est Nicolas qui pourra le dire. En tout cas, c'est plus de 1000 milliards d'événements qui peuvent être remontés dans une console en l'espace de quelques mois. Ça, c'est très important. Ensuite, dans les autres dimensions, cette Cyber Threat Intelligence, avec le Data Cyber Lake, ce sont des énormes bases de données de menaces. On est aujourd'hui, Tetris, les seuls Français à être membres de la Cyber Threat Alliance, qui nous permet d'avoir pratiquement en temps réel des informations sur les menaces à travers le monde. Et le Data Cyber Lake qui est notre propre base de données. Alors bien sûr, on est très sensible au fait qu'il faut avoir des espaces qui soient extrêmement cloisonnés et des infras qui soient dédiés par client, et en même temps que toutes les données qui ne relèvent pas d'informations sensibles puissent être partagées pour être en capacité d'avoir des connecteurs quelque part qui permettent d'identifier à quel moment est-ce qu'on a un ransomware. Le SOAR intégré, c'est le principe d'une XDR plateforme, c'est d'avoir dans la XDR plateforme un certain nombre de modules de sécurité qui vont permettre de protéger aussi bien le cloud que les réseaux et que les systèmes. Et ces modules-là de cybersécurité ont besoin d'un orchestrateur les uns avec les autres, avec ce qu'on appelle des playbooks, qui vont être l'identification des menaces qui pourraient jouer les unes vis-à-vis des autres. Donc, par exemple, on va créer un connecteur, je vais le dire comme ça, et puis Nicolas le réexpliquera avec ses propres mots plus scientifiques. On va créer un connecteur entre un antivirus classique et puis un EDR, qui est un Endpoint Detection and Response, et qui, lui, va être en capacité de faire cette remédiation automatique sans intervention réelle. Et c'est parce que les deux connecteurs, enfin, les deux vont être interconnectés ou orchestrés les uns vis-à-vis des autres, qu'on va être en capacité de réduire le temps de détection et de réduire le temps de remédiation. On a un système de sandboxing qui est très important dans une XDR plateforme pour pouvoir isoler des processus informatiques, un système de shadow IT qui permet justement, comme je vous le précisais tout à l'heure, un serveur qui n'est pas connecté, qui n'est pas protégé par des agents, on va le détecter par ce système-là qui va être en capacité de dire, OK, vous avez 10 000 ou 100 000 endpoints qui sont protégés, mais attention, ici, vous avez une entité de 400 postes de travail et serveurs qui n'est pas connecté. Et donc, ou 30, ou 2, ou 6. Et c'est ce qui va permettre progressivement de protéger l'ensemble du parc. Dans un autre exemple que je peux vous donner, on a un autre client qui s'est fait attaquer très, très fortement une nuit. On a eu plus de 62 000 remédiations automatiques en temps réel en l'espace de quelques heures à la vitesse de propagation. Et malheureusement, ce client-là avait toute une filiale qui n'était pas protégée par nos EDR et qui, elle, a été détruite. Voilà quelques mots sur cette neutralisation-là. Ce qui est également important dans une XDR plateforme aujourd'hui, c'est que l'ensemble des systèmes d'information sont heureusement protégés par un grand nombre de solutions et que on peut avoir des briques de cybersécurité qui sont développées par Tetris, en l'occurrence pour nous, et en tout cas qui sont développées par l'éditeur. Et puis le client a d'autres produits de cybersécurité. Et progressivement, on va venir interconnecter ces produits-là par une APIisation pour à nouveau, toujours le même sujet, accélérer les capacités de détection et de remédiation. Et alors, juste pour te laisser la main, Benjamin, pour dire, OK, c'est très bien, on voit qu'aujourd'hui, on a des capacités technologiques à contrer des cyberattaques de type ransomware et d'autres cyberattaques en temps réel et sans intervention humaine.
Et pour autant, l'humain, il est complètement au cœur de l'ensemble du dispositif. Il est là avant, il est là après, et c'est ça que tu vas expliquer à partir de cette slide. Oui, voilà. Au côté Orange Cyberdéfense, on a développé et on a amélioré les SOC en utilisant ces outils-là. Donc, historiquement, on passait beaucoup de temps quand même à collecter des informations du système d'information par l'intermédiaire notamment des SIEM, dans lequel on devait également développer des règles qui allaient nous alerter en cas de menace. Donc, ce type de méthodologie est toujours exploité, notamment sur des structures où on se prépare aussi à des attaques ciblées, où on part d'une analyse de risque pour ensuite en déduire des scénarios redoutés et de s'assurer que le système, pour ces scénarios-là, puisse bien nous alerter. Par contre, on part beaucoup de temps à réaliser ça. Et puis, finalement, ces règles, elles sont basées soit par ces analyses de risque, soit par l'observable. Et chacun, dans chaque entreprise cyber, a ses observables par rapport à son funnel de clients de la cybercriminalité. Il faut tout le temps revenir sur cette détection. On est revenu un peu là-dessus pour intégrer cette intelligence artificielle, donc telle que proposée par exemple par Tetris, grâce à ses concepts sur la partie endpoint. Donc c'était assez précurseur quand même sur ce sujet, puisque Tetris s'est développé là-dessus. Cette vision d'observer la menace par le poste de travail était très avant-gardiste lorsqu'ils l'ont développé au début. On a d'autres sociétés qui se sont développées après sur ce concept. Pour le coup, Tetris en a fait sa stratégie dès le démarrage, et aussi par cette intelligence artificielle et derrière ça, des algorithmes sur lesquels l'éditeur de sécurité va se challenger par rapport à ce qu'il observe partout. Donc, on va du coup vraiment se concentrer sur l'analyse déjà de ces événements-là et apporter la sécurité opérationnelle là où parfois elle n'existe pas. Souvent, les clients ont un EPP, il va bloquer vraiment que ce qui est assez facile à observer. Et puis pour tout le reste, il va générer de l'alerting quand il en génère et personne ne regarde. Avec un EDR, on a l'équivalent de cet EPP plus tout un tas de comportements sur lesquels l'algorithme et l'IA ou le machine learning va travailler pour pouvoir émettre soit des événements, soit des actions de remédiation automatique. Les actions de remédiation automatique sont donc immédiatement appliquées, mais par contre, pour tous les autres événements, là, l'intérêt, c'est que les équipes de SOC se concentrent sur leur analyse. Et donc, c'est ce qu'on fait avec des équipes de surveillance qui vont se voir présenter des alertes générées par l'IA qui sont à étudier, à qualifier, parce qu'il y a un niveau de probabilité ou en tout cas, il n'y a pas une prise de décision automatique qui est forcément possible. Et c'est à l'humain d'échanger avec son client pour savoir si, par exemple, oui ou non, c'est normal de voir un déploiement par PowerShell depuis tel poste. Alors peut-être c'est normal parce que c'est le poste de l'administrateur, peut-être ça ne l'est pas parce que justement, il n'était pas du tout prévu que ce poste-là se mette à se connecter partout. Et donc du coup, venir proposer des recommandations, des actions de réponse adaptées. Et donc on voit bien que l'IA, elle peut pas être complètement autonome, elle va être complètement autonome pour une partie des événements et pour une autre partie, c'est l'humain qui va venir qualifier et adapter les recommandations en échangeant avec son client ou par son expérience sur la surveillance de multiples clients. Donc ça, c'est une vision, c'est un modèle en réactif. La solution déployée sur l'ensemble des serveurs des postes de travail va générer des alertes, on va les analyser. Et puis, on va venir améliorer de façon en continu par rapport à la menace qu'on peut observer par ailleurs. Certaines menaces vont passer un peu au travers les premiers filtres qui auraient permis de l'observer parce qu'elles sont déviantes. Et par contre, la solution va générer d'autres alertes et on va intervenir, qualifier et se rendre compte effectivement, on a une menace qui est observée. Et là, du coup, on va pouvoir, face à un événement dans une organisation privée ou publique,
qu'on aura qualifié, sur lequel on aura travaillé, prendre du recul et dire, OK, ben, comment on aurait pu l'observer plus tôt? Ah, OK, ben, il faut rajouter, par exemple, tel élément, et ce serait bien d'aller les chercher sur tout le parc client. Et c'est ce qu'on va réaliser, toujours avec ce système-là, mais là, on va plus parler de hunting, sur la base d'une historisation collectée par les agents EDR. On va venir dire, OK, ben, je voudrais savoir si, par hasard, dans tous les serveurs et tous les postes de travail de tous nos clients, eh bien, j'aurai le même comportement que celui que je viens d'observer aujourd'hui sur l'incident Y, sur l'organisation privée X. Voilà. Et donc, ça va permettre, par l'historisation, de revenir un petit peu en arrière. L'attaquant, il s'est fait un peu observer, on a pu le voir sur un client. Ça nous permet d'être plus fin dans l'analyse et de revenir un peu en arrière pour voir si finalement on ne l'aurait pas ailleurs. Et ça, on va venir l'augmenter encore avec la Threat Intel. Là, pour le coup, il y a déjà la Threat Intel de Tetris qui va contribuer aux décisions de l'IA et des alertes en fait qui vont être générées en fonction de ce que propose Tetris. Et nous, on va travailler en complément avec notre Threat Intel, avec des acteurs chez nous qui ont pour métier que de développer en fait des réseaux avec tout un tas d'autres on va dire, partenaires dans le monde qui ont des informations sur, je ne sais pas moi, les acteurs du phishing ou tel type de malware ou de rat, etc. et qui vont contribuer à nous partager ces informations, des IOC, des BYOC. En retour, c'est un gagnant-gagnant. On leur transmet également des informations qu'on a. Donc, c'est un vrai travail en réseau. Et on va venir automatiquement, chaque jour, challenger ce qu'on a dans notre Threat Intel de très actuels, très live, l'information du moment, les recherches en menace du moment avec ce qu'on voit dans nos parcs clients. Et ça va permettre d'améliorer en continu le dispositif au fur et à mesure où le temps avance. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va proposer nativement maintenant avec nos partenaires, avec nos clients et grâce à nos partenaires. On complète ce dispositif-là aujourd'hui avec la capacité, et c'est l'intérêt d'une XDR plateforme, de venir également agréger des événements en sécurité périmétrique, les événements de sécurité générés par des pare-feux, par un système de messagerie, par les différents dispositifs de sécurité périmétrique qui vont être réintégrés dans la XDR plateforme et où on va pouvoir à la fois agréger ce qu'on voit sur le endpoint, ce qu'on voit en sécurité périmétrique par des systèmes tiers et du coup venir les analyser de la même façon. Et ça va permettre de couvrir aussi un petit peu les événements sur lesquels on ne peut pas forcément toujours déployer un agent EDR. On pense au monde de l'IoT, par exemple, où c'est pas possible d'installer un software supplémentaire sur tel outil industriel, soit parce qu'il est trop obsolescent, soit parce que on perdrait le support, notamment par exemple dans la santé, on a beaucoup ça, le support de l'éditeur qui a, par exemple, vendu un système d'imagerie médicale, par exemple, voilà, ou un système d'embouteillage, etc. Donc ça va nous permettre aussi de garder l'œil sur ces événements-là. Et donc ça, c'est l'intérêt de travailler en plus d'un EDR sur une XDR plateforme pour pouvoir également surveiller les autres événements non observables par un agent. Marie? Et tu es en mute. Oui, merci Benjamin. C'est au tour de Nicolas de vous passer un rapide film et de le commenter. Ouais. Donc là, ce que je vais vous présenter, donc, il s'agit d'une attaque qui va reprendre tous les éléments de ce cocktail infernal qui a été présenté, qui mêle à la fois de la protection des postes de travail, avec de l'EDR, avec de l'antivirus, mais également des vecteurs externes, comme de la passerelle de messagerie, comme moyen de collecter de l'information. On a parlé également de SIEM, et comment, en quelques minutes, donc on va voir les 6 étapes du démarrage d'une attaque par ransomware, de la première phase, au moment où il y a cette entrée en contact de l'attaquant avec sa victime, jusque le démarrage et la perte des machines, une par une, qui vont tomber en cascade. Donc, pour commencer, donc, on est donc sur un dispositif où l'attaquant, qui en haut, va contacter sa victime en envoyant
une campagne de mail. Donc, il va envoyer un mail non pas à une seule personne, mais à un ensemble de personnes de l'entreprise victime. Donc, ce que je vous montre là au travers de la démonstration ne se réalise pas une fois dans la vraie vie, mais peut se réaliser des dizaines, des centaines de fois en parallèle. Donc déjà, rien que par la multiplication et cet effet de volume, cette attaque qui manuellement dure quelques secondes, on va mettre quelques minutes là pour détailler les différentes étapes, et commencer la latéralisation. Donc à chaque étape, je vais vous expliquer ce qui se passe et je vais vous présenter en fait le bénéfice de la plateforme. Et à la fin, on reviendra sur ce schéma-là en disant comment, en activant non pas la XDR, donc cette plateforme de cybersécurité avec ses modules en mode détection, comment, in fine, cette menace peut être bloquée tout de suite et rendre du temps aux analystes, comme l'expliquait Benjamin, pour mener à bien ces investigations et prendre les décisions. Donc, tout d'abord, commençons. Donc, l'attaquant envoie un email à ses victimes. Donc, la première victime va recevoir un mail, va télécharger. Donc là, on est en train de fabriquer. Donc, on télécharge le document. Le document a été reçu par le collaborateur. Donc, il voit bien sur son poste de travail les documents qui lui sont accessibles. Donc, pour l'instant, rien ne se passe. Il ouvre la pièce jointe. Bon, il pense que c'est un gentil document. Or, pendant ce temps, commence, et là, c'est sans action humaine, l'attaque. Donc, les attaquants également automatisent les chaînes. Là, ils sont en train de collecter de l'information et on voit dès ces premiers instants donc l'alerte qui va arriver et qui va nous présenter la première attaque du hacker, qui est de prendre connaissance donc de qui est le dispositif sur lequel vient d'être ouvert le mail. Ce qui est intéressant, c'est que la première alerte qui va remonter pour un mail, il s'agit donc de Microsoft Word, sur lequel a été exécuté le logiciel calc.exe, donc la calculatrice. Donc ça déjà, c'est quelque chose d'assez suspicieux en termes de comportement. Donc l'utilisateur clique le mail, ouvre la pièce jointe, et c'est la calculatrice qui démarre. Donc, on va voir qu'est-ce qui s'est passé plus en détail. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit très clairement là sur le diagramme qu'il y a plusieurs commandes qui ont été réalisées après la calculatrice. Et les commandes qui ont été réalisées, donc là, c'est celles qu'on va découvrir maintenant, donc correspondent à de la reconnaissance avec le Who-am-I, donc selon la technique 1033. Donc, on va chercher cette information donc de reconnaissance de Who-am-I et du NetUser qui permet de savoir qui suis-je et quels sont les utilisateurs qui sont présents sur la machine. Donc, l'attaque continue. On est toujours dans cette logique d'automatisation. L'attaquant va voler des clés qui contiennent de manière très anodine les identifiants et mots de passe présents sur la machine. Donc, c'est ce qu'on appelle une attaque de vol de credentials. Donc, ils vont s'intéresser à un fichier qui est la base SAM, qui contient ces identifiants et qui va donner plein d'informations très intéressantes et qui va faciliter toute la vie de l'attaque. Là, à ce moment-là, l'attaquant dispose des clés de la machine puisqu'il a les identifiants et les mots de passe. À partir de ces identifiants et de ces mots de passe, il va pouvoir faire ce qu'on appelle donc une élévation de privilèges et pouvoir continuer à avancer et commencer à initier des commandes qui lui garantissent qu'il a les accès pour être sûr de ne pas se faire détecter et se faire stopper dans son attaque. Il va se mettre en persistance, c'est-à-dire que si le lien réseau est coupé, si la machine est redémarrée, il faut que l'attaque puisse continuer. Donc là, il vient s'immiscer très profondément au niveau de la machine pour s'assurer que celle-ci, si le lien est rétabli, il va pouvoir continuer au redémarrage de la machine. On va aller dans les détails de la machine et on va venir constater qu'est-ce qui a été mis dans ce qu'on appelle les actions dites de persistance. Et donc, tout ce qui est avant
donc ça va être tout ce qui va être les tâches planifiées. Donc là, c'est ce qu'on va aller voir dans un instant donc, sur la vidéo, ou au niveau des autostars, donc vraiment de qu'est-ce qui va s'exécuter au démarrage de la machine. On vient mettre les éléments qui permettent de mettre en avant qu'est-ce qui a changé dans le comportement des autostarts, et on va voir apparaître le nom de code de la ligne de commande donc, qui a été réalisée. Et là, ce qu'on voit, c'est justement cette ligne-là où l'action de persistance qui assure la continuité, on parlait tout à l'heure de continuité d'activité, là, c'est la continuité de l'attaque qui est rendue disponible. On va chercher à aller plus loin, à en savoir plus, et on va accéder donc au code de ce point de persistance qui est détecté non pas par des fermes externes, mais vraiment par des systèmes internes à la plateforme Tetris, voilà, comme un dropper qui permet de s'immiscer, de garder ce point pour continuer l'attaque. Et on va retrouver donc le code source de ce fichier. On va continuer l'attaque à partir de là et on va supprimer ce qu'on appelle les shadow copies. Alors, la suppression des shadow copies est quelque chose qui est un des signaux avant-coureurs d'une attaque par ransomware. L'idée étant de dire, on supprime tous les moyens de retour en arrière immédiat, donc ce qu'on appelle les copies cachées ou shadow copies dans Windows, et ce qui fait qu'une fois que les fichiers ont été transformés, une fois que les fichiers ont été réécrits, on coupe la possibilité à l'entreprise, au client, de revenir en arrière sur un dispositif qui est viable. Donc, cette action de suppression des shadow copies est réalisée et l'exfiltration des données et la transformation de ces données dans un format chiffré est réalisée en même temps. Et on va voir la prochaine action qui nous démontre que cette action-là a été réalisée au travers de la tâche qui a été réalisée. Et on voit bien l'arrêt des shadow copies. Et dans un instant, on va rebasculer sur la machine pour montrer le fait que les données ne seront plus utilisables par l'utilisateur. Donc voilà, là, l'utilisateur vient de perdre l'accès de ces données. Donc là, on pourrait dire qu'il s'agit d'un événement simple, un seul client, un seul poste de travail, mais gardons à l'esprit que de telles campagnes ne sont pas réalisées sur une machine, mais potentiellement des dizaines, potentiellement des centaines de machines. Donc là, on rentre dans la deuxième étape, qui est de chercher d'autres machines au sein du système d'information sur lequel on va pouvoir rebondir. Pour complexifier la vie de ceux qui défendent l'entreprise, on vient offusquer, on vient masquer les informations, d'où les séries de lettres que vous avez vues qui ne sont pas lisibles. Là, on vient découvrir le réseau. Donc là, l'attaquant a pris possession de la première machine et vient chercher dans le réseau les autres machines qui pourraient être utilisées comme point de rebond et venir se connecter dessus en utilisant les identifiants et mots de passe. Et de la même façon, il va recommencer et venir récupérer les données, sortir les fichiers, arrêter la partie shadow copy et rendre indisponibles les données sur le deuxième poste. Donc là, c'est ce qu'il est en train de réaliser. Et quand on va basculer sur la deuxième machine d'ici quelques instants, on va pouvoir constater que la deuxième machine est également compromise. Voilà. Donc, les données sont compromises, ne sont plus accessibles. Et maintenant, on va regarder donc, sur la console ce qui s'est passé sur cette dernière séquence qui est la latéralisation, la recherche d'autres machines et le point d'accès et de propagation de cet élément au sein du système d'information. Donc, tout d'abord, l'usage d'un script en PowerShell. Donc, le PowerShell étant un langage de script très utilisé pour l'administration, mais également par les attaquants et disponible sur, bien souvent, l'ensemble des machines. À partir de là où ce script offusqué a été utilisé, il va y avoir une deuxième étape qui est de tenter de rentrer dans les machines. Donc, on va faire ce qu'on appelle un brute force, c'est d'essayer des identifiants et des mots de passe à grande vitesse pour savoir s'il y a un couple identifiant mot de passe qui est valable et donc disposer de clés pour rentrer dans d'autres machines et continuer la propagation.
d'un point de vue SIEM, donc en disant on ne regarde plus uniquement l'EDR d'un côté, mais on va regarder au niveau du SIEM, donc qui est le dispositif de collecte des sources, donc des postes de travail, des serveurs, des autres équipements du réseau. On va pouvoir remonter des alertes par rapport au brute force, par rapport à l'essai de connexion à ce qu'on appelle des honey accounts, donc des comptes fictifs, et de détecter la montée et l'escalade de privilèges. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une tentative de connexion sur un utilisateur qui s'est fait déconnecter. Si on prend un résumé de l'ensemble de la chaîne d'attaque, et c'est là où l'automatisation est importante et la capacité multidimensionnelle de détection et de réponse devient prépondérante, c'est qu'une attaque comme cela, dans la vraie vie, va mettre que quelques secondes. Et pour couvrir l'intégralité de cette attaque, il faut collecter des données au travers du SIEM, de la passerelle de messagerie, de la passerelle sécurité de messagerie, également de ce qu'on appelle la partie protection du poste, donc l'antivirus poste de travail, l'EDR, mais également les outils d'identité. Donc, on va parler des annuaires d'identité, les outils du réseau. Et c'est cette vue, donc XDR, donc qui est vraiment à la croisée des chemins entre l'ensemble des sources, qui permet de reconstituer cette histoire au fur et à mesure qu'elle est en train d'apparaître. Et la notion d'automatisation va permettre de dire, au plus tôt on détecte, un peu comme dans la logique du développement agile, c'est shift to the left, donc on va chercher à détecter et avoir la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle de la défense en profondeur. Donc, soit ça va être détecté sur la passerelle de messagerie, la passerelle de sécurité, l'EPP, l'EDR ou dans le SIEM. Et en agrégeant l'ensemble de ces informations au niveau de l'EDR, donc quand on dispose d'une plateforme XDR, il y a la possibilité, dès le premier point d'entrée, peut-être le deuxième ou le troisième, d'avoir un diagnostic de détection et de formalisation qu'il y a une menace, cette menace est imminente, elle doit être bloquée. Et sur les exemples, on parlait de vélocité de propagation de 500 machines par minute. Sur un des exemples, on se rend clairement compte que traiter des centaines de mails en parallèle reçus par des utilisateurs, c'est humainement pas faisable. Donc, c'est là où va prendre le pas sur l'homme, donc cette exécution dans le temps machine, qui permet de massifier la capacité à détecter. Benjamin parlait que l'IA vient aider, les dispositifs viennent aider et rendre du temps aux analystes, aux équipes opérationnelles, justement pour prendre du recul et prendre les bonnes décisions au regard du contexte et de l'activité de l'entreprise. Merci Nicolas, et c'est ça la bonne conclusion, c'est de dire que il y a besoin d'humains à toutes les étapes pour configurer la plateforme, pour la mettre en place, une fois qu'il y a eu une attaque, pour regarder s'il y a des vulnérabilités et pour tout ce qui a été décrit par Benjamin et par toi aussi Nicolas. Donc l'humain est complètement partie prenante de cette vision cyber et en même temps avec une profonde transformation des activités de la part des équipes cyber. Il nous reste quelques minutes. Je vais laisser la main au pôle systématique peut-être pour cadencer quelques questions. Oui, merci infiniment Marie, Benjamin et Nicolas. Quelques questions, effectivement. Alors, la première, quelle confiance peut-on avoir dans les référentiels qui indiquent les vulnérabilités qui sont pour la plupart américains dans les systèmes? Alors, je ne sais pas, Benjamin peut-être, je vous pose la question. Oui, c'est pas qu'une histoire de confiance en fait. Faut distinguer deux choses, les attaques non ciblées, les attaques ciblées. Les attaques non ciblées, elles touchent tout le monde, tous les pays, qu'on soit russe, chinois ou américain ou français, on les a. Donc à partir du moment où il y a un référentiel, autant l'utiliser. Et ça ne veut pas dire qu'il faut se contenter de ce référentiel-là. Il faut à la limite essayer de couvrir le maximum de référentiels avec des sources différentes. Mais malgré tout ça, ça reste des référentiels de ce qui est observable et ce qui a été observé. Donc, c'est plutôt le passé. Et donc, du coup, il faut quand même prévoir l'amélioration continue tout le temps. Et l'amélioration continue, elle vient des outils de sécurité qui sont partie prenante dans le traitement de la menace et qui vont améliorer le dispositif. En l'occurrence, du coup, Tetris, c'est son job aussi. Et pour le coup, aussi de celui qui va surveiller et au vu de l'ensemble de ses clients,
et au plus on va surveiller un grand nombre de clients et différents, des grands, des petits, des moyens, etc., au plus on va être en contact avec cette cybercriminalité qui va dévier. Et dans ce temps de la déviance, les outils vont s'améliorer et il faut pouvoir réagir. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas vu l'étape 1, 2, 3 qu'on ne peut pas détecter l'étape 4, 5, 6. Et donc, et revenir grâce à ces capacités de hunting et d'historisation en arrière. Donc, un peu à l'image de ce qu'on aurait on filme, on continue un musée, on voit des têtes, il y a des têtes, on les connaît, et là, il faut aller, on sait que c'est des criminels et donc il faut les bloquer. Et puis, il y en a parfois, on les a jamais vus, mais par contre, on peut savoir qu'ils sont venus faire la reconnaissance une fois qu'on les a vus, on les a observés ailleurs. Donc, c'est un peu un système qui est constante amélioration, et c'est le travail en réseau qui va permettre de s'améliorer le plus rapidement possible. Et ils font pareil, les attaquants. Donc, du coup, c'est un peu un jeu, c'est une course. Voilà. Alors, en lien avec cette première question sur les référentiels qui sont pour la plupart américains, on nous demande quid de l'indépendance de l'Europe. Benjamin, vous gardez la main ? Marie, je pense que… Quid de l'indépendance de l'Europe. Je veux bien apporter une réponse partielle. Cette question de la souveraineté, elle est très compliquée en fait en termes de cybersécurité, puisque à la fois, comme vient de le dire Benjamin, on a besoin d'une coopération à la fois au niveau régional, au niveau national, au niveau européen, au niveau mondial. Donc, on a été remarqué par SolarWinds et remercié sur les réseaux sociaux par SolarWinds parce que nous avons été l'une des 2 sociétés au monde à trouver les premiers Zero Days. Et il est très important pour nous d'avoir une action presque sociétale, je dirais, en termes de cybersécurité, de partager les menaces que nous trouvons. Ensuite, quand on parle du coup de souveraineté, il y a ce que je présentais en introduction, le fait de maintenir nos intérêts, maintenir nos capacités de décision, maintenir notre compétitivité. Et et c'est là où nous sommes, où je suis presque militante de la souveraineté numérique, à plusieurs titres. D'une part, pour maintenir ses intérêts, pour maintenir cette compétitivité, ça m'embête de voir des données qui partent aux États-Unis. Ça m'embête de savoir que dans un système de anti-cyberespionnage, en réalité, il y a des données qui partent. Et que pour ça, toutes les sociétés éditeurs de logiciels n'ont pas eu la même vision au départ. Certaines, et la plupart d'entre elles, notamment sur la protection des endpoints, ont accès à l'intégralité du contenu des fichiers qui sont partagés. Et quand vous savez que vous avez votre plan stratégique à 5 ans qui est en train d'être consulté potentiellement aux États-Unis, ça me pose question par rapport à notre société. Et puis la deuxième chose, en termes de souveraineté, c'est que il me semble que nous avons besoin de géants européens pour créer de l'emploi, pour être en capacité de vivre dans ce monde qui est à la fois multipolaire, mais surtout bipolaire entre les États-Unis et la Chine, qui sont 2 poids qui sont très importants. Et la souveraineté prise comme une aide à des sociétés comme Orange Cyberdéfense, comme Tetris, pour les faire grandir, pour être en capacité d'apporter à nouveau de l'emploi, de la compétitivité, de la reconnaissance, un système de numérique qui soit européen me semble être indispensable. Mais je reconnais que c'est une question qui est très difficile. Encore une fois, avec une vision très hétérogène, on voit de plus en plus de sociétés privées comme bien sûr les services publics, comme la fonction publique, se tourner vers ces enjeux-là, mais qui restent encore parfois pour certains buzzwords, pour d'autres de vraies convictions. Merci infiniment Marie. Parmi les questions qui sont venues régulièrement également, on nous a demandé quels étaient les processus clés à mettre en œuvre au niveau incident, escalade et crise. Nicolas, vous répondez ? Oui. Donc, quand on est dans ce qu'on appelle le temps de paix, donc avant que les problèmes arrivent, il y a un certain nombre de processus, de procédures qui sont vraiment importantes à avoir. Le premier, c'est la gestion d'incidents, et ça va être plus particulièrement l'ensemble des fiches réflexes. Donc les petites fiches qui peuvent faire une page ou 2, mais qui reprennent les actions clés à mener en termes de posture, en termes de décision, en termes d'action.
quand vous êtes dans le feu de l'action, vous n'avez pas le temps de se poser des questions et tout l'enjeu est de regagner justement ce temps pour avoir le temps de réfléchir et d'avoir une vue d'ensemble. Donc, ces fiches réflexes, il faut les préparer donc en lien avec les équipes SOC, comme les équipes d'Orange, en lien avec les équipes IT internes, mais également avec les équipes de service desk. Pourquoi? Parce que chaque seconde compte, donc tout ce que vous pouvez préparer, c'est du temps qui est guidé. Préparer l'escalade, c'est se dire qu'à un moment donné, peut-être, l'événement va aller au-delà des capacités de traitement. Donc, il faut préparer à quel moment on change de dispositif pour aller vers la gestion de crise. Gestion de crise IT, gestion de crise métier, avec l'exemple de Benjamin tout à l'heure, qui est de dire, mais comment fait-on si l'IT n'était pas disponible? Donc ça, c'est des questions, on peut parler PRA, PSRA, continuité, toutes ces questions qui semblent anodines, c'est autant de temps, autant de facteurs de stress en moins qui surviendront s'ils sont mis en œuvre. Donc, pour résumer, gestion d'incident fiche réflexe, puis gestion de crise. Merci infiniment, Nicolas. Une autre question que je vais vous adresser également et qui est revenue plusieurs fois, qu'est-ce qu'une plateforme XDR et comment permet-elle d'impliquer les acteurs de l'entreprise? Nicolas, tu veux répondre? Ouais. Donc XDR, donc une plateforme XDR, c'est pour Extended Detection and Response. Donc derrière cet acronyme de 3 lettres, derrière le Extended, c'est bien le sujet des multicapacités. Donc on ne limite pas dans cette vue de plateforme à de l'EPP, donc EPP, EDR, donc protection du poste de travail des serveurs, mais on inclut également la dimension réseau avec des sondes, également la dimension, ce qu'on appelle du SIEM, donc la capacité à traiter tout l'écosystème des produits qui viennent donner de l'information à valeur ajoutée. On parlait tout à l'heure de cette passerelle de messagerie, de cette solution de messagerie qui imbriquait l'ensemble de ces données dans ce qu'on appelle un data lake, un entrepôt de données. On va pouvoir mener des traitements qui permettent des prises de décision et des actions qui sont manuelles ou automatisées en fonction des scénarios. À la deuxième question, comment ça peut fédérer les acteurs de l'entreprise? C'est que la cyber n'est pas une fin en soi. Donc la XDR non plus. La XDR est au service de l'entreprise, est au service de la cyber-résilience, va aider des équipes informatiques, par exemple, à gérer le parc, puisqu'il y a cette connaissance de qu'est-ce qui est connecté dans l'entreprise, qu'est-ce qui est dans quel niveau de version logicielle. Donc, ça va permettre, par exemple, aux équipes de la DSI de savoir qu'est-ce qui est installé, quel est le niveau de vulnérabilité. Donc, on va parler de gestion des correctifs, mais également de l'exposition. Y a-t-il des biens qui appartiennent à l'entreprise, qui n'appartiennent pas? Donc, on va pouvoir utiliser cette plateforme XDR, pas uniquement à des fins de cybersécurité, mais également dans la capacité à mieux opérer l'entreprise. Pourquoi pas même faire des économies, puisque ce seront les justes ressources de l'entreprise qui seront mises en œuvre, ni plus ni moins. Écoutez, merci beaucoup Nicolas. Une dernière question, parce qu'on arrive au bout de la durée de ce webinaire. Tiens, je vais la poser à Marie. Marie, pourquoi est-ce que la communauté cyber utilise autant d'indicateurs différents, parfois même contradictoires, pour évaluer la menace? Je pense que Benjamin a d'ores et déjà répondu en partie à cette question en parlant de certains des indicateurs CVE, CSS, Mitrattack et autres en termes de cybersécurité. Peut-être pour conclure par rapport à ça, il faut comprendre que le monde de la cybersécurité a profondément évolué depuis quelques années, depuis quelques mois, depuis quelques jours et continue à profondément se transformer. Ça n'est pas encore… Tu me ramèneras là. Ça n'est pas encore quelque chose qui est mature. Et on le voit à tous les points de vue. On le voit parce que le marché de la cybersécurité, je vous le disais, est dominé par le marché israélo-américain, parce que les attaques sont de plus en plus coriaces, féroces, difficiles à détecter et à contrer, parce qu'il faut toujours avoir ce temps d'avance en tant que pour être dans la prévention plutôt que dans la réaction.
parce que l'ensemble de cet univers de cybersécurité, encore une fois, évolue extrêmement vite. Donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas de référentiel? Ça se constitue et ça se constitue progressivement. Et c'est là où je rebondirais sur ces derniers mots, où on a besoin d'une coopération au niveau national, au niveau européen, au niveau international. C'est là où on a besoin de progresser tous ensemble, parce que c'est tous ensemble qu'on pourra aller contre ces cyberattaques et contre leur recrudescence et contre leur sophistication la plus forte. Et donc, ça se construit, mais ça se construit progressivement. Bien, merci infiniment, Marie. Merci infiniment à nos 3 intervenants de choc d'aujourd'hui, Marie, donc Nicolas et Benjamin. Écoutez, c'est la fin de ce premier webinaire de notre semaine des champions systématiques. Comme vous pouvez le voir, 4 beaux moments encore à venir avec Carnot, Adacor, Imaginoptique et Ecomundo. Vous pouvez encore vous inscrire si vous le souhaitez. Il y a évidemment le replay de ce webinaire qui est à votre disposition. Encore une fois, un grand merci et un gros bravo à notre champion Tetris. Merci, au revoir. Merci à tous. Belle fin d'après-midi.